Bonjour, ici Dorothée Méfaux, encore une édition Ça n'engage que moi, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc une nouvelle édition aujourd'hui, une nouvelle chronique, voilà, qui va traiter de pas mal de sujets, voilà, par rapport au quotidien de pays, un quotidien qui sort, c'est un mensuel je crois, un mensuel ou un... Non, c'est plutôt un quotidien, évidemment, voilà, donc c'est un journal plutôt qui sort tous les jours, ici à Ouaga, au Burkina Faso. Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, il y a des titres, voilà, donc je montre le journal, voilà, j'espère que vous le voyez bien. Donc les titres du jour aujourd'hui, le CDP nie toute implication. Il faut savoir que le CDP c'est un parti politique qui a été mis à l'écart voilà, pour les élections présidentielles 2015 qui auront lieu ici au Faso le 29 novembre 2015. Et donc ce parti... il y a certaines personnes, certains citoyens burkinabés qui disent que le CDP aurait dû faire partie de la course à la présidentielle et que comme ça le peuple aurait fait son choix et on n'arrive pas à comprendre pourquoi on a écarté le CDP. Bon, le CDP dans le journal Le Pays nie toute implication dans le putsch qui a eu lieu ici au Burkina, hein, le putsch qui a été organisé par le général Diendéré. Et donc le CDP a fait des déclarations du fait qu'il n'était pas du tout impliqué dans ce coup d'État et que quelque part ils continuent de s'organiser, hein, ils mobilisent encore leurs adhérents, voilà, pour les élections, malgré qu'il semblerait qu'ils aient été écartés. Et quand on lit l'article, le CDP continue à se mobiliser, hein, et donc ils ont fait entendre, les membres du CDP ont fait entendre que en temps opportun, s'ils n'étaient pas vraiment dans le circuit, s'ils n'allaient pas jusqu'au bout des élections, quelque part, ils soutiendraient un des candidats qui est en liste actuellement pour les élections. Donc voilà, je préfère parler d'autre chose. Tout en tournant les pages du quotidien. C'est ce que je fais au fur et à mesure que je vois apparaître les articles de presse. Voilà, donc là on parle du Rwanda. C'est une bonne chose, hein, que le pays parle du Rwanda, que le quotidien Le Pays parle du Rwanda dans un dialogue intérieur, où on dit que le Rwanda a une dictature silencieuse, féroce et oubliée. Et je pense que c'est tout à fait vrai, et que en effet elle est tout à fait oubliée puisqu'on parle de génocide silencieux, et on s'aperçoit d'ailleurs ce génocide silencieux qui est le même que l'on peut comparer aussi en RDC, qui prend une dimension aussi surdimensionnelle, on va dire ça comme ça. Et donc voilà encore notre général Paul Kagame qu'on identifie voilà, on peut le comparer à Hitler, hein, c'est tout à fait ça. Le Hitler africain qui, écoutez, lui aussi, il n'a pas reçu les leçons, hein, voilà, veut encore réviser dans son projet la Constitution, hein, qui supprime la limite du nombre de mandats présidentiels. Donc voilà, on s'aperçoit encore que là aussi,
Le Kagame veut briguer encore aussi un autre mandat. Alors lui, il va peut-être pas utiliser le référendum, mais il va faire en sorte carrément de supprimer la limite du nombre de mandats. Et donc là, on a un président voilà, qui est à l'opposé des principes fondamentaux de la démocratie. Et lui, l'alternance, il ne connaît pas du tout. Donc voilà, donc c'est la force, c'est la dictature, c'est je m'impose et vous n'avez rien à dire. Voilà ce qui se passe au Rwanda et ce n'est un secret pour personne. Le Rwanda a toujours été une dictature, voilà. Dictature d'ailleurs qui est la même avec Kabila en République démocratique du Congo. Je rappelle que les prochaines élections présidentielles en RDC auront lieu en novembre 2016, ce qui laisse le temps aux Congolais de prendre leur pays en main. Voilà. Je fais le même conseil aussi aux Congolais de Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, où les élections justement ont lieu ce week-end le 25 octobre, et où là je pense qu'il y a une révolte aussi là dans ce pays, des gens qui s'identifient aux Burkinabés, à la révolution burkinabé, qui ne se laissent pas faire, et qui ont pris modèle aussi sur les Burkinabés, et qui sont déjà d'ailleurs descendus dans la rue au Congo-Brazzaville, qui ont aussi affiché des pancartes Sassou dégage, comme on l'a fait ici pour Compaoré. Donc bon, écoutez, je pense que là, quand on voit ce qui s'est passé à l'insurrection du 30 et 31 octobre 2014, les martyrs ne sont pas morts pour rien. Ça a donné, ça a eu un impact important dans certains pays, je dis bien dans certains pays et pas dans tous les pays. Et donc au Congo-Brazzaville, on voit que les gens ont adopté la même attitude qu'ici à Ouaga. Et malgré qu'il y a les forces de l'ordre qui surgissent dans les rues de ce pays, les Congolais, eux aussi, à Brazza, je parle, à Brazzaville, à Congo-Brazzaville, à ne pas mélanger avec la RDC, la République démocratique du Congo, où on voit que les gens commencent à prendre conscience. Donc je reviens là sur le Rwanda, Kagame qui veut retoucher à la Constitution, voilà, j'avais fait une vidéo justement sur la Constitution, voilà, qui est sans arrêt mise à mal, et là on parle de charcuter la loi fondamentale de son pays qui lui interdit de briguer tout mandat au-delà de 2017. Donc cette fois-ci on utilise le verbe charcuter, et donc je ne suis pas du tout étonnée. Voilà encore un autre verbe qui qualifie bien le fait que la Constitution est sans arrêt piétinée, tripotée, etc. Tous les verbes sont permis, et là on parle de charcuter. Voilà, donc aussi on parle justement de cet article 101 de la Constitution que veut charcuter Paul Kagame. Donc là on parle aussi de tronçonnage, ce qui revient à dire que voilà, dans certains pays où c'est vraiment la dictature extrême, on fait en sorte de mettre la terreur, il y a une terreur ambiante dans ce pays qui fait que la population n'a absolument rien à dire, et c'est vraiment le système hitlérien vraiment au Rwanda, ce qui est vraiment honteux, alors que l'on fait en sorte justement pour le prochain millénaire de passer
de passer à une autre ère. Il y a encore des dictateurs terribles en Afrique. Hein, je cite Kagame, Kabila, voilà, et donc et d'autres hein, certainement. Donc là on parle d'une dictature silencieuse hein, dans cet article. Alors c'est tout à fait ça, hein, une dictature silencieuse qui est plus ou moins la même en RDC, hein, puisque en RDC il faut savoir qu'il y a un génocide silencieux aussi là-bas qui a fait plus de 10 millions de massacrés. Et donc voilà, donc on parle de génocide silencieux en RDC, de dictature silencieuse au Rwanda. Donc tout ça, ce sont des réalités. Qu'est-ce qu'on dit encore dans cet article? Voilà, donc dans ce pays, voilà, c'était le même système que pendant la guerre de 39-45, où on a exterminé les juifs, 6 millions de juifs exterminés dans les camps. C'était aussi le même système qu'Hitler, hein, la pensée unique, donc je répète, la pensée unique, qui fait que il y a pas moyen de, il y a moyen justement de ne rien faire, de rien dire. C'est vraiment, comme on dit dans le journal, et c'est bien dit, tout en Kagame, rien en dehors de Kagame. Voilà, c'est le principe de la dictature. Qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport à ça? Oui, pour clore justement ce dialogue intérieur où on parle justement du règne de Kagame au Rwanda, on dit, je cite, Kagame étant convaincu qu'il est le géniteur et le messie du peuple rwandais, que ce statut lui donne de fait le droit de vie ou de mort sur les Rwandais et qu'il peut disposer librement de sa destinée. Alors moi, quand je lis ça par rapport à ça, je me dis que seul Dieu a le pouvoir, a le droit de vie ou de mort sur les individus, sur les hommes. Et quand on voit un homme qui est plus ou moins qui a des états d'âme comme ça, qui sont plus ou moins qui conduisent à une certaine démence, je dirais. Voilà, je pense que là, ce monsieur qui est convaincu qu'il est le géniteur et le messie du peuple rwandais, je pense qu'il est plus dans la démence qu'autre chose. Donc je clore mon article du jour là sur le Rwanda, sur cette note finale. On parle aussi dans le pays, alors là il y a pas mal de contradictions avec les élections prochaines qui s'en viennent. Là ce week-end, dimanche 25 octobre, les élections en Côte d'Ivoire. On a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire et des élections présidentielles et on s'aperçoit, alors c'est là qu'il y a une vraie contradiction. J'ai posté certains posts comme ça sur Facebook, hein, sur mon sentiment sur les prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire puis dans d'autres pays, et je disais que justement je pensais personnellement, je ne suis pas la seule à le penser, que la Côte d'Ivoire n'est pas prête pour les élections avec des problèmes de fond graves donc qu'il n'a toujours pas réglé, et que quelque part, je me répète hein, sur ce que j'ai dit sur ma page Facebook, et quelque part c'est pour mieux avancer, pour mieux exploser. Et moi je pense que c'est ça. Et là, il y a l'article que je lis, là, page 6, pourquoi la campagne présidentielle n'emballe pas, je parle de la Côte d'Ivoire,
C'est très très contradictoire parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a un engouement pas possible depuis plusieurs semaines pour Ado, qui est le président, son Excellence Alassane Ouattara. Puis de l'autre côté, on s'aperçoit en lisant le journal du pays qu'il y a des électeurs qui se bousculent. Bon, les électeurs se bousculent au meeting, et contrairement, il y a presque, enfin, façon de parler, il y a presque personne aux portes des bureaux de vote pour retirer leurs cartes. Donc on se demande où sont les propriétaires des cartes d'électeurs, sachant qu'il y a 6,3 millions d'électeurs qui sont appelés à voter, et on commence à s'inquiéter du fait que les cartes d'électeurs sont entassées dans les bureaux, et donc les électeurs eux-mêmes ne s'y rendent au compte-gouttes, en fait, s'y rendent au compte-gouttes. Donc voilà où est la contradiction. Donc on commence dans le clan Ouattara à se poser des questions et à se demander si cet engouement apparent en réalité ne retombe pas comme un soufflet, puisqu'on était en attente à la dernière limite, voilà, pour que les gens puissent venir chercher leurs cartes. Pour certains, ils viennent les chercher carrément à la dernière limite. Comme je disais, on a dû même proroguer, du mot prorogation, proroguer la date limite, ce qui n'a pas plu à M. Conan Kouadio-Bertin, un candidat indépendant à la présidentielle, qui, je cite, s'en est pris à la CEI, donc la commission voilà, pour les élections, commission électorale, pour avoir commis une forfaiture en prorogeant la date du retrait. Voilà. Donc, c'est cette contradiction qui, moi, m'étonne, et puis peut éventuellement provoquer justement un retournement de situation qui fait que sur les 6,3 millions d'électeurs qu'attend Alassane Ouattara, et Alassane Ouattara s'attend à faire un chaos au présidentiel, mais on s'aperçoit qu'au bout du compte, le résultat attendu justement pour retirer les cartes d'électeurs c'est pas ce qu'on croit. Et donc donc voilà ce qui nous est révélé aujourd'hui, à 48 heures, à 48 heures des élections présidentielles en Côte d'Ivoire qui ont lieu dimanche, ce week-end. Voilà. Oui, tout à l'heure je parlais justement du Congo-Brazzaville, où je cite, au moins 8 personnes ont été blessées, dont 6 par balle mardi dans les Heures à Brazzaville. L'opposition avait appelé à des manifestations dans la journée afin de protester contre le référendum constitutionnel prévu le 25 octobre. Il faut savoir donc au Congo-Brazzaville, les élections c'est aussi le 25 octobre. Donc vraiment dimanche, ça va être un dimanche chaud. Et aussi à Brazza, on vote. Et là, le président Sassou, lui, veut briguer un 3e mandat. Là aussi, en utilisant le référendum, et donc les gens sont descendus dans la rue aussi. Donc, j'en déduis que tout ça est infernal, et qu'en Afrique, on n'a encore rien compris, on fait ce qu'on veut, et que dans certains pays, voilà, on ne fait que outrepasser les lois, on ne respecte pas la Constitution, alors pas du tout. Pour certains pays, je dis bien, j'entends bien, et donc voilà encore quelques présidents qui font aussi comme avec ses contrôleurs ici, le référendum, quoique il avait démissionné contrôleur, mais on s'aperçoit que tout ce qui a été fait auparavant est très vite mis dans les oubliettes, et puis qu'au bout du compte, on continue à faire ce qu'on veut. Voilà. Donc je ne sais pas si un jour tout ça changera, mais je suis très pessimiste
par rapport au fait que quand on parle de la démocratie, qu'on fait tout pour que la démocratie puisse avoir son droit de cité ici en Afrique, je pense que c'est pas une réalité. C'est pas du tout une réalité. La démocratie à l'africaine, ça tient plus du ridicule qu'autre chose. Et qu'en fin de compte, avec tous ces événements comme ça, on s'aperçoit que on nous fait bien entendre que l'Afrique n'est pas prête à tout ça. Je reviens donc sur la présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc je tourne un peu la caméra pour savoir si je suis toujours bel et bien en enregistrement. Très bien. Voilà. Je reviens devant la caméra et je poursuis avec donc ces présidentielles en Côte d'Ivoire où on dit que la campagne n'emballe pas du tout et que, comme je le disais, à côté des cartes d'électeurs qui sont entassées, et on cherche désespérément les propriétaires. Cela témoigne, je cite, de la désaffection, voire du désintérêt de la population ivoirienne vis-à-vis de la présidentielle à venir. Et justement, on a peur d'un taux d'abstention surprise. Mais les réalités sont là, à 48 heures des élections et des votes dans les urnes. Donc, quelque part, on se dit que peut-être que cet engouement s'affichait comme ça. Il fut un moment où, dans un article, je crois, ou dans une vidéo, je disais que les Ivoiriens en ce moment n'étaient pas vraiment dans la réalité, n'avaient pas vraiment les pieds sur terre et que quelque part ils étaient encore sur leur nuage et que le réveil va être dur s'ils descendent de leur nuage parce que je parlais de contradiction justement du fait que d'un côté il y avait tout cet engouement en Côte d'Ivoire pour soutenir Ado, une campagne qui a été financée par millions de francs CFA, campagne très très bien montée à l'américaine, c'est une campagne, la campagne qu'a fait Ado avec tout son clan a été une campagne digne des élections présidentielles comme aux États-Unis et donc c'est une campagne qui a été bien ficelée avec beaucoup de financement évidemment. Et puis maintenant que tout ça a été fait et que Ado s'est affichée aussi, il faut le dire, comme une rockstar, c'était vraiment quelque chose là en Côte d'Ivoire pendant plusieurs semaines. Et donc tout ça pour qu'elle puisse faire un coup KO, comme on dit. Et puis tout ça retombe un petit peu comme un soufflet. Tout cet engouement retombe comme un soufflet. Et puis on assiste en 48 heures à un désintérêt pour la chose politique. Voilà. Et on dit le désintérêt pour la chose politique n'est pas une spécialité ivoirienne. Et pourtant, le fait qu'on voit toutes ces cartes comme ça qui attendent, les cartes d'électeurs qui attendent leurs propriétaires et qui ne sont toujours pas écoulées, on va dire ça comme ça, on met ça sur le compte du fait que peut-être qu'à un moment donné, les Ivoiriens commencent à réaliser qu'ils étaient un petit peu dans une féerie. Est-ce que en réalité, la réalité, je me répète, excusez-moi, mais est-ce que tout ça, comme on dit, la réalité, elle se rattrape toujours, et donc les Ivoiriens maintenant repensent, c'est ce qui est dit un petit peu dans le journal, sur tout ce qu'ils ont vécu, sur les crises post-électorales de 2010-2011, les violences, les tueries, les souffrances, les larmes, etc. qu'ils ont vécues, et que quelque part, l'activité politique inspire, je cite, dégoût et frayeur, et les Ivoiriens, une bonne partie,
me demande s'il va pas y avoir la surprise du jour, dimanche, avec un taux d'abstention qui va surprendre tout le monde. Donc voilà, on s'attend à tout dimanche. Mais ce qu'on peut espérer, c'est que les élections se passent dans le calme, c'est tout ce qu'on veut. Qu'elles se passent dans le calme et dans la paix, et qu'il n'y ait pas un retour. Parce que si c'était justement, s'il s'avérait, je dis bien que l'on retombe dans des violences comme ça dimanche, ce que je n'espère pas, que Dieu m'entende. Il y a des gens qui m'ont dit en Côte d'Ivoire que ce serait encore plus terrible que les élections post-électorales de 2010 et 2011. Donc on prie pour que tout ça se passe dans le calme. Voilà, donc je tourne les pages au fur et à mesure et j'essaie de voir un petit peu ce qui se dit dans le journal Le Pays. Voilà. Voilà, c'était les principaux sujets qui étaient traités dans ce quotidien. Donc, pour clôturer, oui, il y avait aussi, je reviens sur le coup d'État qui a été fait, le coup d'État manqué qui a été fait au Burkina Faso, et on s'aperçoit que le général Djibril Bassolé, qui était, plus ou moins impliqué dans ce coup d'État, se fait représenter par une armée d'avocats. Il en a au moins 6 ou 7, dont un avocat français. Et donc, quand on voit, j'essaie de reprendre l'article qui parlait dans la révélation, qui parlait de ce général. Voilà, qui se fait, comme je disais, je cite, puisque je lis l'article, il s'est attaché les services d'un pool d'avocats nationaux et internationaux. Et selon un journal Jeune Afrique qui dit, qui rapporte l'information, qu'il y aurait même on va les compter, puisqu'ils sont cités, ces avocats. Je vais me garder de dire devant cette caméra le nom de ces avocats. Donc il y en a déjà 1, 2, 3, 4. Alors sur les 4 qu'il a engagés, il y aurait, selon Jeune Afrique, d'autres avocats qui devraient s'adjoindre à ce groupe. Alors je trouve ça ridicule. Donc si d'autres avocats vont se joindre au groupe, donc ça va en faire au moins une dizaine. Je pense que quand quelqu'un n'a rien à se reprocher, je ne vois pas pourquoi on a besoin de s'armer d'une armée d'avocats. C'est que certainement, déjà son dossier est lourd. Alors s'il est lourd et s'il y a autant d'avocats qui viennent l'assister, c'est qu'il est certainement impliqué beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc voilà, je regarde aussi un petit peu, comme ça je survole le journal, mais je crois que c'est tout. Je reprends la page de couverture. Je vous annonce aussi une bonne nouvelle en ce qui me concerne, c'est que je vais passer dans un journal du Burkina Faso. Voilà, très prochainement, je vais accorder une interview pour un journal ouagalais. Je posterai l'interview quand ce sera fait. Et il est possible aussi prochainement, je suis en pleine négociation là, pour intervenir dans les médias, les télés.
parler de pas mal de choses, voilà, qui concernent aussi mes projets. Et puis, on va certainement me poser pas mal de questions sur pas mal de pays. Voilà, j'attends qu'on me fasse signe. Voilà, ça sera très prochainement. Donc, je vous dis donc à très bientôt. C'était Dorothée Méfaux. Pour une nouvelle édition, ça n'engage que moi. Voilà, Dorothée Méfaux en direct de Ouaga avec un magnifique soleil. Ici, on a à peu près 37-38, il fait très très chaud. C'est encore la saison sèche en octobre, sachant qu'au mois de novembre-décembre, on aura l'harmattan. Le vent qui se lève ici au Burkina Faso, on l'appelle l'harmattan. Et peut-être il est possible qu'en novembre-décembre, il fasse beaucoup plus frais et qu'il y ait beaucoup plus de vent. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui, c'est un temps de rêve. Il fait beau et sachant que je sais qu'en Europe, c'est pas trop le cas et que vous passez à la saison hivernale. Alors je dois me considérer chanceuse puisque ici c'est comme si on était encore en été. Voilà, donc je vous embrasse, à bientôt. C'était Dorothée Méfaux en direct de Ouaga.